Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette première conférence de l'Université de la e-santé édition 2025 et ces trois piliers, ce thème qui va irriguer tous nos débats pendant 2 jours, à savoir équité, souveraineté et durabilité. Hop, on va rajouter un petit fauteuil pour le dernier arrivé qu'on va vous rajouter là-bas. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en 2025, alors que la pression reste très forte sur nos systèmes de santé? Le conseiller régional le rappelait il y a quelques minutes simplement. Beaucoup de soignants restent sous pression et surtout plus d'un quart des Français, disait encore à l'Ipsos le mois dernier, être préoccupés par la situation du système de santé. C'est pratiquement le même niveau de préoccupation que pour l'immigration, la pauvreté ou l'inflation. C'est pour vous dire l'importance de ce thème aux yeux des Français aujourd'hui, surtout de leur inquiétude. Alors tous ces débats autour de l'équité, de la souveraineté, de la durabilité, qui sont des piliers de notre santé digitale, ils ont enflammé des heures et des heures de débat sur cette même scène de l'Université de la e-santé. Mais finalement, après, alors peut-être pas après 19 ans, mais après 12 ans, 10 ans, 8 ans de débat, qu'est-ce qui a changé réellement dans la vie des patients et des soignants? C'est la question qu'on a eu envie de poser aujourd'hui à Julie Durand, qui est directrice du grade e-santé en Occitanie. Bienvenue. Alors, je rappelle que les grades, pour ceux qui ne le savent pas, sont les groupements régionaux d'appui à la e-santé. Ils sont pilotés par les ARS et ils ont pour mission d'apporter leur expertise et de promouvoir la santé digitale. Le docteur Yann-Mel Ledouarin, habitué de cette estrade, vous êtes chef du département santé et transformation numérique au ministère de la Santé, conseiller médical à la DGOS, donc à l'organisation des soins. Alain Olympie, on le rappelait, c'est quelque chose pour nous de très fort, administrateur de France Asso Santé, représentant des patients, et on veut des patients à chaque débat, on veut des réactions des patients, savoir ce qui se dit ici finalement correspond à ce que vous pouvez vivre auprès de soignants, d'établissements médicaux ou autres. France Asso Santé, je rappelle, c'est un regroupement d'une centaine d'associations de patients agréées par le ministère de la Santé. Annelle Valdois, à mes côtés, toute cachée, vous êtes directrice du pôle des usages du numérique et de l'IA à l'ANAP. L'ANAP, c'est l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Et puis enfin, Moustapha Lassik, à qui on a trouvé un fauteuil pour venir s'asseoir. Vous êtes directeur général de NUMI France. NUMI France, je rappelle, c'est la fusion opérée il y a quelques mois entre le MIPI, qui est bien connu ici en Occitanie, et le SIB breton. NUMI France, un acteur public, parapublic, on peut le dire en tout cas, spécialisé dans la santé publique. Il n'y a pas d'actionnaire derrière, c'est un acteur vraiment public. Et vous proposez des logiciels métiers, des solutions d'hébergement de données avec pour clients à peu près la moitié, ou en tout cas la moitié des lits aujourd'hui qu'on va trouver dans les centres hospitaliers en France. Et puis vous le savez, peut-être Ella Gariani, qui est co-responsable du numérique à la DNS au ministère de la Santé, elle devait être des nôtres aujourd'hui initialement. Elle a malheureusement été retenue au dernier moment au ministère à Paris et nous prie de l'en excuser. Et cependant, elle a tenu à nous adresser un petit message en vidéo pour nous rappeler tout d'abord qu'elle est attachée à cet événement à Castres, où elle vient quasiment tous les ans, et que le ministère de la Santé est également attaché à cet événement. Et puis, ces 3 thèmes de cette université, équité, souveraineté, durabilité, sont 3 thèmes qui lui tiennent à cœur, et je vous propose de l'entendre tout de suite à ce sujet. L'Université de la e-santé, rendez-vous annuel, régional et national qui traite autour des enjeux passionnants du développement de la e-santé en France. Aujourd'hui, pour cette grande conférence, il y a 3 piliers qui sont assez structurants dans le développement de la politique du numérique en santé qu'on porte, nous, à la délégation numérique en santé, au ministère et collectivement. L'équité, la sécurité, la souveraineté. Comment faire en sorte que le développement des usages du numérique dans notre système de santé n'accélère pas les inégalités d'accès aux soins. Ça, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations quotidiennement. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la mise en œuvre de Mon Espace Santé, on a vraiment eu au cœur de nos préoccupations d'offrir à l'ensemble de nos concitoyens un carnet de santé numérique, gratuit, public,
universels qui permettent à tous de récupérer systématiquement ces données de santé, mais aussi de faire en sorte que les professionnels qui interviennent dans notre prise en charge puissent facilement y avoir accès. C'est une manière de faire en sorte que le développement du numérique soit toujours à la main des citoyens en offrant systématiquement une égalité d'accès sur la prise en charge. Pareil, quand des solutions numériques innovantes, prometteuses, se développent sur le marché en France, il va falloir trouver des modalités de prise en charge qui soient conformes aux valeurs de notre sécurité sociale, faire en sorte que tous les atouts que le numérique peut apporter à la santé restent toujours inscrits dans ce principe de on cotise en fonction de nos moyens, on reçoit en fonction de nos besoins, et quand ces besoins peuvent être adressés par des solutions numériques, eh bien notre système de sécurité sociale doit les prendre en charge. Ça a été le cas avec le développement de la télésurveillance, le mécanisme de prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques pour les thérapies digitales. Et là, en ce moment même, dans les débats que nous avons à l'Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS, on porte une mesure qui vise justement à déployer de manière équitable des solutions de système d'aide à la décision médicale dans les logiciels des professionnels pour renforcer l'efficience de notre système de santé. Ça, c'est pour l'équité. Pour ce qui est de la souveraineté, très concrètement, le cœur de notre stratégie, c'est d'avoir la possibilité de disposer à l'échelle nationale et européenne d'un véritable tissu industriel dont vous faites notamment partie, qui émerge dans les territoires, partout où il y a des compétences, des talents et des idées, pour développer des solutions qui adressent les enjeux de notre système de santé. Et donc nous, à l'appui de cette filière industrielle, depuis le début et la genèse des activités de la DNS, on met à disposition des financements pour expérimenter des solutions. On met en place également des systèmes d'évaluation pour pouvoir mesurer l'impact effectif de ces solutions développées par nos acteurs européens. Et on met aussi en œuvre des mécanismes d'accès au marché pour accélérer l'entrée sur le terrain de manière effective de nos solutions européennes déployées dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et dans les poches des patients français. C'est aussi avec cette casquette de construire une véritable filière européenne de l'e-santé qu'on assume une position européenne dans les débats à Bruxelles pour faire en sorte qu'à l'échelle de l'Europe, on puisse avoir des alternatives européennes au développement des usages du numérique dans le champ de la santé. C'est que comme ça qu'on pourra faire de véritables barrières aux solutions américaines, chinoises, en tout cas qui ne sont pas les nôtres, pas pensées avec notre système de valeurs, pas construit par les esprits brillants de nos sociétés européennes. Donc ça, c'est vraiment au cœur de nos piliers à la DNS d'aller tenir cette position pour une véritable préférence européenne à Bruxelles pour faire en sorte que notre tissu industriel européen, il ait vraiment des perspectives de déploiement à l'échelle du continent. Et enfin, une préoccupation qui forcément est celle de l'ensemble de nos concitoyens, c'est la sécurité de ces données. Le numérique en santé, par définition, en développe de nouvelles, crée de nouvelles données de santé tous les jours dans nos hôpitaux, dans les cabinets médicaux, dans les laboratoires de biologie, sur les plateaux techniques de radio, etc., etc. On constitue un patrimoine énorme de données dont on doit garantir la sécurité. Et donc, c'est notamment dans cet esprit-là que, historiquement, on a mis en place des systèmes de certification pour les hébergeurs de données de santé pour garantir le meilleur niveau de qualité et de sécurité dans les processus de gestion et d'hébergement de ces données et que petit à petit, on augmente le niveau d'exigence au regard de la sécurité de ces hébergeurs. Par exemple, on a publié cette année un nouvel arrêté qui introduit des exigences de souveraineté applicables aux hébergeurs. Et dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi pour la sécurité et la régulation de l'espace numérique, la loi SREN, on va encore renforcer le niveau d'exigence applicable aux hébergeurs de données de santé. Très clairement, là où le développement des usages du numérique est perçu de façon très positive par les citoyens dans toutes les études d'opinion que l'on mène, la question de la sécurité, c'est leur première préoccupation au regard de ces usages. Donc c'est de notre responsabilité, nous en tant que régulateurs et également les acteurs en tant qu'opérateurs de ces systèmes, d'offrir les meilleures conditions de sécurité. Voilà, j'espère que les débats seront riches. En tout cas, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez compter sur nous et sur notre détermination pour faire du numérique en santé un système équitable, sécurisé et souverain en France et en Europe. Merci à tous. Voilà.
On peut remercier Ella Gariani de cette participation, d'ouvrir le débat et aussi nous dresser une forme d'état des lieux et de questions autour de ces trois piliers qui lui tiennent à cœur et qu'elle défend avec beaucoup d'ardeur. Néanmoins, Julie Durand, je me tourne vers vous quand même dans un premier temps, pour vous qui dirigez le GRAD Occitanie et qui venez aussi régulièrement dans cette université. Vous avez suivi, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années. Moi, à titre perso, ça fait pratiquement 15 ans que je vois ici présenter des solutions concrètes de téléconsultation, on en a vu un petit peu partout, de téléexpertise, de télésurveillance, de capteurs partout sur le patient ou dans la maison, d'applications éducatives, d'applications contre la douleur, d'applications pour avoir un médecin tout de suite, de robots qu'on a vus qui pouvaient faire des opérations, de lunettes qui sont connectées avec toutes les informations du patient qu'on est en train d'opérer, qui apparaissent dans les lunettes du chirurgien. Tout ça, on l'a vu ces 10 dernières années ici à Castres. Mais j'ai quand même envie de vous poser la question, 10, 15 ans après, en matière d'équité, finalement, d'accès aux soins, qu'est-ce qui a changé concrètement pour le patient du Tarn, puisqu'on est dans le Tarn, dont une partie du département est en désert médical, et où l'attente pour voir un spécialiste, un petit peu comme partout ailleurs, peut prendre des mois. On nous citait des queues pour arriver à prendre un rendez-vous auprès d'un cardiologue en 2026 tout à l'heure. Qu'est-ce que toutes ces solutions numériques présentées, expérimentées depuis plus de 10 ans un peu partout, ont changé dans le quotidien des patients et dans leur parcours ? Bonjour à toutes et à tous déjà, merci beaucoup. Alors moi je pense que c'est important, ces 3 enjeux majeurs, équité, souveraineté, durabilité pour le numérique, mais plus globalement pour le système de santé. Et je pense que ce qui est important déjà, c'est de replacer le numérique à sa juste place. Le numérique, c'est un outil, c'est un levier qui va venir à l'appui des défis du système de santé. Ce n'est pas non plus une baguette magique. Je suis complètement alignée avec ce qui a été dit par Ella Gariani et nous, GRAD, on est l'opérateur en région Occitanie, donc tous les 13 départements de la région Occitanie sont magnifiques, le Tarn y compris, les autres aussi. Et l'ambition principale du projet régional de santé porté par l'ARS, c'est justement de réduire les inégalités d'accès aux soins. Donc on est effectivement, nous, en tant qu'acteurs publics, attachés à ce principe d'équité, et on est là pour faire en sorte que les outils qu'on porte, les services numériques qu'on porte, ils viennent soutenir l'organisation des acteurs de soins et leur permettre de pouvoir relever ce défi dans le contexte que vous avez cité, qui est un contexte de complexité de notre système de santé, de questions de démographie médicale, d'accès aux soins qui se complexifient. Oui, mais alors, quand vous voyez un quart des Français, quand même... Je n'avais pas terminé. J'appuie sur la question. Un quart des Français qui disent « je suis préoccupé ». Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose ? Mais je pense que le numérique reste un levier aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Il y a des choses qui ont changé. Alors, peut-être le docteur Ledorin pour la DGOS en parlera en complémentairement, mais les sujets de télésanté, un certain nombre d'entre eux sont entrés aujourd'hui dans le droit commun. Et ça, c'était juste pas le cas avant. Et ça, c'est un changement important. Pourquoi c'est un changement important ? Parce qu'aujourd'hui, nous, en Occitanie, quand on va voir des professionnels et qu'on leur parle de téléexpertise, quand on leur dit aujourd'hui, si vous utilisez des outils de téléexpertise, si vous sollicitez votre collègue pour avoir un avis de téléexpertise et que votre collègue vous répond, ça rentre dans le cadre de son activité professionnelle, dans le droit commun, avec une rémunération propre, ça change tout pour le professionnel. Ça veut dire que ça facilite l'intégration de ces outils numériques dans son quotidien. Et concrètement, aujourd'hui, la téléexpertise, ce sont des actes qui se développent et qui permettent de répondre en partie, pas totalement, on est bien d'accord là-dessus, mais en partie à des difficultés d'accès aux soins. Et nous, notre rôle au GRAD, c'est déjà de faire en sorte que les professionnels connaissent ce qui existe, connaissent ce qui est possible et connaissent ce qui est à leur service. Nous, on ne vend rien, on est une institution publique, on s'appuie sur des éditeurs, souverains et publics lorsqu'on le peut, n'est-ce pas Mustapha ? Mais en tout cas, on est là pour les aider à s'acculturer et à prendre connaissance de ces services numériques qui peuvent les aider dans leur quotidien et les aider à mieux répondre
aux besoins de leurs patients. Vous nous dites qu'il y a de la téléexpertise, c'est un service numérique, et puis surtout on peut en faire un acte. Elle est rémunérée pour le professionnel qui l'a fait. Néanmoins, comment vous expliquez, après 10 ans, 15 ans de travail, ce différentiel de perception entre vous? Vous dites on a fait un pas en avant, on peut faire de la téléexpertise, et à côté, il y a quelques minutes, un conseil régional qui nous dit les patients ils font des heures de queue auprès de tel établissement pour espérer avoir un rendez-vous chez un cardiologue en 2026. Et ça, après 10 ans, 15 ans d'expérimentation tous azimuts. Je vais peut-être laisser la parole à mes collègues, mais je passe le mistigris à mon voisin. Non, mais en fait, je pense que la stratégie de départ qui était portée par le national, ça reste la même, et ça s'appelait la stratégie des petits pas. Le Ségur du numérique de la santé. Petits pas. Mais ces petits pas, ils avancent. Alors, ils avancent peut-être pas assez vite je veux dire, du point de vue de tout le monde. Et c'est sûr qu'il y a énormément encore de choses à faire. Mais par contre, moi, je le redis, c'est-à-dire que le numérique, ça reste un outil, ça reste un levier, mais la santé, ça reste de l'humain. Donc, l'enjeu, pour nous, c'est d'accompagner sur le temps long cette conduite du changement et de faire en sorte que les professionnels s'approprient ces outils numériques. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, et on en parlait ce matin parce que cet événement est intéressant, c'est qu'il rassemble tout un écosystème, c'est qu'il faut aussi former les professionnels de santé. Les professionnels de santé, dans le cadre de leurs études, ils n'ont pas été formés à l'usage des outils numériques et à ces possibilités et à ces innovations dont vous parlez depuis tout à l'heure. Et donc, là-dessus, nous, on travaille avec les universités pour faire en sorte que les professionnels de demain soient mieux formés à ces outils numériques et à ces possibilités et à comment ça peut les aider dans la prise en charge de leurs patients. Alain Olympie, très rapidement, puis ensuite Diana Ledouarin sur l'organisation des soins. On a 3 quarts d'heure et je peux vous dire j'ai 1 milliard de questions à vous poser sur les 3 piliers. Donc on va aller directement à l'essentiel. Alain Olympie, oui, réaction. En réaction, alors effectivement, je répondrai presque à votre question, qu'est-ce qui a changé ou pas changé en 10 ans? La réalité, c'est quoi? Et ça a été un fil rouge, là, sous-jacent qu'on a entendu quand même, c'est qu'il y a tout un tas de populations. Jusqu'où on va dans la population? Est-ce qu'on s'adresse au CSP+, avec la télémédecine qui est consommateur, etc., plutôt urbain, ou comment on va chercher toute la population et toute cette population qui n'est pas aujourd'hui dans les clous ou qui est difficilement accessible. Là, on a parlé évidemment de questions géographiques, mais on voit bien que toutes les études montrent des questions de genre, des questions de culture, etc., de formation. Comment j'accède aujourd'hui à ces outils? Comment je les comprends? Comment je m'en sers aujourd'hui? Donc, l'IA, effectivement, on a des enjeux aujourd'hui. Alors, il y a peut-être des systèmes hybrides à favoriser entre la téléconsultation et voir son médecin. Il y a quelque chose d'hybride et c'est là où on a des difficultés aussi à aller chercher ces solutions qui tiennent du présentiel, si j'ose dire, où je rencontre de l'humain et j'accepte de me servir d'outils complémentaires. Et il faut accompagner les patients. L'enjeu, c'est ça. Nous, notre responsabilité au sein de France Santé, c'est effectivement de pousser les associations qui sont des tremplins vers les patients, surtout les patients chroniques, mais pas que, et de les acculturer aussi. On voit bien, on a cité Mon Espace Santé. C'est pas gagné quand même cette histoire-là, même si, quelques années après, il y a du progrès tous les jours. Mais il y a encore de la marge. J'ai reposé cette question d'ailleurs tout à l'heure du Mon Espace Santé, c'est pas gagné comme vous dites. Yael Ledouarin, tout d'abord sur cette question large pour vous qui êtes à l'organisation des soins, finalement en 8 ans, 10 ans, et Dieu sait si on a présenté ici des tas d'applications, des tas de robots, des tas de solutions qui sont géniales sur le papier. Quels résultats vous en tirez pour le patient dans son parcours? Alors déjà, ce qui a changé, baisse de la démographie médicale et soignante, augmentation des pathologies chroniques et des besoins de santé de la population. Donc comparer un état aujourd'hui à un état d'il y a 15 ans, il faut prendre ça en compte aussi. Et de se dire, sans le numérique, quel serait l'état aujourd'hui, en tout cas de la perception de la population, sur les besoins d'accès. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. On a plusieurs millions de téléconsultations qui se passent par an. On a des milliers de téléexpertises qui se passent par an. Il n'y a pas rien.
Par contre, et ça sera différent, on en parlera peut-être sur l'IA, le truc de la télésanté, c'est que c'est d'abord une activité soignante et ça demande à ce que les professionnels se l'approprient. On n'est pas en Corée du Nord, ici, on ne va pas dire à tout le monde, maintenant vous ne rentrez plus dans le système de soins si vous n'avez pas fait une téléconsultation d'avant, ou faire comme dans d'autres pays d'ailleurs sur le territoire européen. Vous n'arrivez pas aux urgences si vous n'avez pas fait une téléconsultation, un questionnaire avant. Voilà. On n'est pas dans ce système-là. Donc, on laisse le temps aux professionnels et aux patients de s'approprier les choses. Et de dire qu'on est dans un état que les chiffres sont alarmants. Oui, les chiffres sont clairement alarmants, mais c'est que la télésanté, l'IA est un outil parmi d'autres pour régler l'accès aux soins. On a une situation démographique qui s'est quand même détériorée en termes de besoins de la population et d'offres en face. Et voilà, que seraient les chiffres sans ça, quoi. Je reviens vers vous, Julie Durand, par rapport à ce que me disait aussi Ella Gariani sur Mon Espace Santé. Alors pareil, on en a parlé des heures et des heures et des heures ici pendant des années. Il existe aujourd'hui, Mon Espace Santé. Il est utilisé. Elle nous dit que c'est un des piliers de la stratégie digitale, pour le coup, développée par le gouvernement français. C'est le cœur du réacteur de la stratégie digitale. Et cette promesse, comme elle nous l'a rappelé, d'avoir un carnet de santé, que chacun d'entre nous est un carnet de santé avec toutes ces informations disponibles. Alain Olympie le dit, et il n'est pas le seul, Mon Espace Santé, c'est pas gagné. Quand on regarde dessus, on est loin d'avoir... je reprends texto, peu importe. Quand on regarde, on n'a pas forcément toutes les informations dessus et on est encore loin de la promesse qui a été faite de ce carnet de santé où il y avait toutes nos informations. On l'avait vu dans des pubs télé et de cet agenda, chaque malade aurait tous ses rendez-vous placés dessus. Où est-ce que vous en êtes de cette étape aujourd'hui dans Mon Espace Santé ? Alors, Mon Espace Santé, c'est pas gagné, mais c'est pas perdu. Non, clairement. On est en Occitanie, pas en Normandie. On peut pas dire que rien n'a été fait. Encore une fois, on a avancé et il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est à peu près ce que je dis au quotidien à mes équipes, puisque nous, notre job, c'est d'aller voir toutes les structures et de les accompagner justement à la fois dans l'alimentation, parce que pour que ça soit utile, il faut qu'il y ait des documents, et puis aussi maintenant dans la consultation. Voilà, donc nous, c'est notre job. Donc on a encore du job pour plusieurs années, ça, je vous le confirme. En Occitanie, où on en est on a aujourd'hui la majorité des dossiers médicaux partagés d'Occitanie qui sont alimentés. La majorité. Voilà. Donc, oui, pas tous, mais la majorité aujourd'hui des dossiers médicaux partagés des patients, des usagers, des citoyens occitans, c'est-à-dire plus de 3 millions de dossiers, puisqu'on est nombreux en Occitanie, sont alimentés. On a aujourd'hui pratiquement 1 citoyen sur 3 en Occitanie qui a activé son espace santé, c'est-à-dire qui a fait l'effort d'aller ouvrir, télécharger l'application, voir sur le site internet et de regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on a fait une partie du chemin et on va continuer à en parler. Et Ella Gariani a raison, ça reste le pilier, ça reste un objectif et ça reste une promesse. Alors toujours sur Mon Espace Santé, ou plus précisément sur le dossier médical en fait, du patient, qui est aussi au cœur de votre stratégie, avoir toutes les informations dans le même lieu, signe que la consultation n'est pas gagnée, que les professionnels ne se sont pas appropriés. Dans le PLFSS, donc le budget de la Sécu qui arrive, on aurait désormais, si c'était voté, l'obligation pour les soignants de le consulter avec des amendes jusqu'à 2 500 € s'il y a un manquement, jusqu'à 100 000 €, je l'ai vu, pour des établissements de santé. Le gouvernement estime que cette consultation du DMP permettrait de réduire les actes d'imagerie de 15 à 40%. Les syndicats de médecins sont vent debout, ils le jugent chronophage, inutile. La Fédération des médecins de France dénonce un renforcement de la tutelle numérique de l'État sur la pratique médicale. Qu'est-ce que vous en dites de cette obligation très coercitive et avec des amendes derrière ? Julie Durand dans un premier temps et puis Annelle Valdois derrière. Alors, nous, on est opérateurs, donc on est là pour accompagner la stratégie nationale. Donc nous, notre enjeu, c'est de continuer à convaincre les professionnels que ça a un intérêt. Les professionnels qu'on accompagne sur le terrain, ceux avec qui on passe du temps et on leur montre, aujourd'hui, ils nous confirment que ça a un intérêt. Par contre, on ne va pas pouvoir mettre un professionnel du grade derrière chaque professionnel de santé d'Occitanie pour lui montrer. Donc, notre enjeu aujourd'hui à nous, c'est le passage à l'échelle. Voilà.
Et la stratégie nationale, pour le coup, je le rends à la DNS qui est à la DNS, elle a été limpide dès le départ. Il a toujours été dit, on va mettre de l'argent, on va vous accompagner pour mettre à jour vos logiciels, et ça s'appelle le Ségur du numérique. Une fois qu'on aura mis de l'argent et qu'on vous aura accompagné, bah, ça deviendra obligatoire. Mais ça a été dit dès le départ. Donc ça ne peut pas être une surprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est la culture du changement qui n'arrive pas à passer chez les professionnels. Ils ne sont pas tous de mauvaise foi non plus. C'est certainement pas ça. Les professionnels ne sont pas de mauvaise foi et il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous et il y a encore beaucoup de travail technique aussi à faire, je pense, du côté des éditeurs de logiciels. Ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est l'alimentation. Ça fonctionne pour la plupart. Il y a sûrement encore quelque chose à faire, mais ça fonctionne très bien. Et les structures et les professionnels qui veulent s'engager dans l'alimentation des documents sont en capacité de le faire. Ce sur quoi nous, on travaille aujourd'hui et qui est notre enjeu des prochaines années, c'est ce que vous avez appelé la partie consultation. Aujourd'hui, vous êtes professionnel de santé, vous avez votre numéro RPPS, votre petite carte CPS, vous pouvez accéder au DMP. Mais vous êtes professionnel de santé, on a parlé de la démographie médicale tout à l'heure, on n'a pas parlé de l'augmentation démographique qui est propre à l'Occitanie pour le coup, vous n'avez pas le temps d'aller vous connecter sur plein de trucs. Et donc l'enjeu de la vague 2, c'est de faire en sorte de pouvoir consulter les informations du DMP directement dans les outils métiers. Et ça, clairement, ça reste à faire aujourd'hui. Consulter, sinon amende jusqu'à aussi 100 000 € pour les établissements hospitaliers, c'est ce que j'ai lu dans le PLFSS Annelle Valdois, pour vous qui êtes à la NAP, donc sur l'incitation à la performance, l'aide à la performance des établissements de santé. Quel est votre regard? Fallait arriver sur des choses aussi coercitives pour que de nouvelles pratiques numériques finalement aboutissent chez les professionnels? Peut-être pour resituer un tout petit peu, mon espace santé aujourd'hui dans le milieu hospitalier, vous l'avez très bien dit, on déverse ces documents dedans. Mais nous, notre enjeu pour le moment, c'est que les documents ils soient produits. Et on en est encore là dans certains établissements, qu'ils soient produits au bon endroit, qu'ils soient bien structurés, qu'on ait les informations et qu'ils soient produits en temps et en heure. Et en fait, là, dans vos questions, c'est très intéressant, mon espace santé, mais revenons à la base. La base, c'est qu'il y ait de l'information médicale au bon endroit, au bon moment, dans la bonne chaîne. Et dans les établissements aujourd'hui, on en est encore parfois au papier. Et il faut le dire, donc quand on parle de numérique, qu'est-ce qui a avancé en 15 ans? Je fais un petit truc en arrière. Il y a 15 ans, on était encore sur le papier dans beaucoup de choses. Donc regardons les choses en disant, ouais, on a numérisé, on a mis en place des logiciels, on a un dossier patient informatisé commun pratiquement partout, avec parfois encore des sous-dossiers, je pense à l'AREA notamment. Donc déjà, il y a de la complexité. Donc premier point, déjà, ça serait bien qu'on ait un compte-rendu bien structuré au bon endroit, au bon moment, même encore en 2025, ça n'arrive pas forcément. Ensuite, pour aller vers mon espace santé, l'enjeu pour les établissements, c'est de faire comprendre l'intérêt aux professionnels d'aller s'y connecter. Déjà, quand j'ai un patient qui arrive aux urgences dans mon établissement, s'il a été dans un autre endroit de mon GHT, j'ai pas forcément accès au compte-rendu des autres établissements de mon GHT, groupement hospitalier de territoire, pour ceux qui n'avaient pas l'acronyme. Donc déjà, premier temps, j'ai déjà accès à tout l'historique à l'intérieur de mon hôpital. Mon espace santé, c'est bien d'avoir accès à la ville, mais déjà dans l'hôpital, on n'est pas très bon encore pour avoir cette vision globalisée des données. Donc c'est bien de donner des obligations aux établissements d'y aller, mais par contre, il va falloir déjà qu'ils soient, on va dire, bien convergés et qu'à l'intérieur, soit déjà bien structuré. Ça va prendre combien de temps, tout ce que vous dites? C'est hyper intéressant parce que ça fait déjà quelques temps qu'on travaille dessus. Et en fait, cette question, on ne peut y répondre que si on comprend qu'est-ce que c'est qu'une cartographie applicative au sein d'un établissement. Globalement, on a plus de 200 applications dans un établissement et encore, imaginez même pas la carto dans un CHU. Donc en fait, ce qu'il va falloir qu'on regarde, c'est, bon maintenant, je veux mon compte rendu, mon espace santé, il a besoin de quoi? Ça y est, on déverse dedans en PDF, donc pas forcément structuré, pas forcément des éléments qu'on va pouvoir bien analyser, on pourra en reparler d'ailleurs, c'est assez intéressant. L'établissement, il y gagne quoi pour le moment? Il y gagne quoi? C'est ça qu'il va falloir lui expliquer. Il est censé gagner de la productivité et donc du budget. C'est une question que je vous pose. On va trouver du budget dans mon espace santé, j'aimerais bien. Non, mais on trouve de la productivité qui dégage du budget et du temps. Là où j'interroge, c'est que globalement, déjà, si le spécialiste, il a le temps d'aller consulter l'historique du patient au sein de son GHT, ça sera super. Si mon espace santé est utilisé, et c'est là-dessus qu'il faut amener les professionnels, dans une recherche de maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quel est l'historique global, parce qu'en fait, j'ai accès à tous les documents de mon patient. Donc en fait, ça va aller plus vite si je vais dans mon espace santé, c'est top. Mais après, on arrive à d'autres établissements qui sont en train de développer des outils d'IA internes pour avoir ça de façon synthétique. Donc du coup, s'ils ont ça, pourquoi aller dans mon espace santé ? Donc c'est là notre enjeu. Notre enjeu, c'est de faire comprendre quel est l'intérêt et la plus-value. Est-ce que j'ai vraiment un besoin d'aller m'y connecter ? Pour le patient, il y a un besoin, on a compris. Pour le professionnel, en tout cas en milieu hospitalier,
l'intérêt, il faut le convaincre. Et c'est là la difficulté, convaincre quelle va être ma plus-value. Yann Maldorin, j'aimerais bien avoir une réaction aussi là-dessus, justement, vu depuis le regard d'un professionnel. Je rappelle que vous êtes médecin tout de même à la base. Et c'est quoi aujourd'hui le hiatus qui fait aussi que depuis des années, on parle de ces applications, qu'on a eu des campagnes de pub sur l'espace santé, qu'on a eu des promesses très fortes, qu'on a eu cette impression de fluidité, et que le patient à côté, il a toujours l'impression, lui, de se balader avec ses ordonnances papier, ses radios, son CD-ROM au sortir de l'IRM, d'être perdu, d'avoir des rendez-vous de partout, et heureusement qu'il a son agenda papier pour noter tout ça. Où est-ce que l'on pêche finalement entre les deux, puisque l'on parle d'équité de système de santé? On a 2 heures. Là, il va rester 20 minutes. Je vais rester de mon point de vue des GOS et de mon point de vue d'anciens professionnels de santé. Je suis convaincu que le meilleur moyen, mais on en parlait tout à l'heure, Anaëlle en parlait juste avant, le meilleur moyen de faire bouger les professionnels de santé, c'est de leur apporter quelque chose qui a une plus-value tout de suite pour eux et qui répond à un besoin qu'ils ont. Et donc c'est ça qu'il a fallu travailler là ces dernières années, qu'il faut qu'on accélère, et qui explique aussi la façon dont on essaie de travailler la stratégie intelligence artificielle, dont le document était en concertation cet été. C'est de se dire, on va pas faire un truc technique, on va d'abord centrer sur les besoins, sur les usages, et c'est par là qu'on va réussir à créer un mouvement sur les professionnels de santé et de les faire bouger. On parlait de la téléconsultation tout à l'heure. Effectivement, il y a des questions d'accès aux soins, de facilité pour le patient. Mais globalement, vous dites à un professionnel de santé, tu as le choix entre voir ton patient sur place, toi tu ne te déplaces pas, tu es derrière ton écran de toute façon. Tu as le patient qui vient te voir, ou c'est toi qui vas faire la démarche de te connecter, etc. Lui, forcément, il préfère la facilité. C'est le patient qui vient dans son cabinet, qui ouvre la porte, il s'installe. Donc comme autrefois, quoi. L'intérêt à jouer pour lui n'était pas direct. Voilà, donc tous ces trucs où l'intérêt à jouer n'est pas direct pour les patients, c'est compliqué. Et il faut absolument, quand on a une politique numérique en tête, qu'on regarde l'intégralité. C'est ce qui est fait, c'est l'intégralité du quotidien des soignants et des patients qu'il faut qu'on ait en tête pour intégrer ça. Le numérique, c'est pas un truc en plus, quoi. Ça vient s'intégrer dans un truc global, et il faut que ce truc global, on l'ait bien en tête quand on design quelque chose. Et pour revenir sur la question d'égalité, j'essaie de faire une différence entre égalité et égalitarisme. Le but, c'est pas que tous les patients demain soient équipés, soient numérisés, etc. En tout cas, c'est pas comme ça que moi Ce que je veux, par contre, c'est que tous ceux qui ont besoin, qui souhaitent y avoir accès, puissent y avoir accès, et surtout que là où on arrive à déployer du numérique, ça donne du temps, des gains d'efficience qu'on peut réinjecter sur des patients qui ont besoin de présentiel. Je prends la télésurveillance. Si tous les patients n'ont pas besoin et n'ont pas vocation à être télésurveillés. Par contre, les patients télésurveillés, s'ils viennent moins d'urgence et qu'on anticipe et qu'ils sont moins hospitalisés, c'est du temps soignant que je peux passer en présentiel avec des patients qui sont potentiellement plus fragiles ou plus loin du numérique ou autre, et c'est du temps que je réinjecte pour eux. C'est de la qualité d'hospitalisation que je réinjecte pour eux. Donc en fait, il ne faut pas avoir le numérique dans la poche de tout le monde, forcément tout de suite maintenant. On peut aussi accepter de se dire que dans des premiers temps, on va cibler certains patients pour avoir des gains sur d'autres parties de la population, d'autres citoyens, d'autres patients. Et il faut aussi qu'on apprenne, parfois en France, à ne pas se dire c'est tout le monde tout de suite. Non, mais par exemple, c'est intéressant ce que vous dites sur l'équité et la télésurveillance, qui aussi, on a beaucoup débattu ici, beaucoup d'applications de télésurveillance qui sont développées, pardon. On a tous des exemples dans nos proches de personnes qui sont sur des applications de télésurveillance qui remplissent, et puis derrière, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un humain, une prise de conscience, un numéro de téléphone quand ça se passe mal. Alors ça, c'est qu'on n'est pas sur de la télésurveillance prise en charge par l'assurance maladie. Théoriquement, si on est sur de la télésurveillance telle qu'elle est remboursée... Alors là, j'ai en tête de la télésurveillance pure assurance maladie, mais peu importe. Alors ça ne devrait pas arriver, et n'hésitez pas à solliciter votre médecin s'il ne répond pas derrière, le Conseil de l'Ordre ou d'autres institutions compétentes. Mais théoriquement, la télésurveillance, il y a un professionnel derrière. Alors il peut y avoir ce qu'on appelle des préfiltrages, c'est-à-dire des étapes entre la décision médicale et les premières alertes où l'algorithme ou d'autres professionnels se disent ça, c'est pas une analyse médicale, donc on va gérer à un niveau autre avant d'aller au niveau médical. Mais théoriquement, la télésurveillance a une réponse. Alors, je mets un bémol, la télésurveillance, ce n'est pas une prise en charge du ZIC à domicile. C'est pas j'ai une alerte, j'ai une réponse dans les 5 minutes. Et c'est en heure ouvrée, c'est-à-dire
Voilà, le but de la télésurveillance, c'est d'anticiper, c'est pas de gérer l'urgence. Donc si vous avez un truc, vous avez une réponse, mais pas dans la minute et pas le soir même, quoi. C'est pas du tout de suite maintenant, la télésurveillance. C'est comment j'anticipe les choses, donc on est sur du plus long terme. Voilà. Je rebondis sur ce que disait Alain Olympie tout à l'heure au niveau de l'IA. Yann Maël, il dit il nous manque peut-être, je vous repasse la parole après Alain, est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose finalement entre la consultation purement physique classique, qui est chronophage derrière, et quelque chose totalement organisé ou totalement numérique ou totalement digital? Il disait peut-être l'IA peut faire ce pont-là. Question très ouverte, comment est-ce que l'IA aujourd'hui, que là on n'avait peut-être pas pu anticiper il y a 5-6 ans, parce que c'est relativement nouveau, comment est-ce qu'elle vient percuter vos pratiques et comment est-ce qu'elle peut renforcer la notion d'équité d'accès aux soins? Vous parlez de téléconsultation augmentée par l'IA ou d'IA tout court? Ou d'IA tout court. IA tout court. On est en train de regarder le champ des possibles sur l'IA. On a publié une cartographie là en janvier ou février dernier. Le champ des possibles. Je dis bien le champ des possibles et pas le champ des matures aujourd'hui. Le champ des possibles sur l'IA est juste monstrueux, quoi. Et techniquement, c'est l'intégralité qu'on peut faire ou qu'on peut imaginer. Là où moi je vois la grosse différence de l'IA par rapport à la téléconsultation, etc., c'est que jusqu'à présent, on apportait des solutions de soins dans un environnement de soins. Donc après qu'on soit rentré dans le système. Alors avec mon espace santé, on commence à aller auprès du citoyen, donc on commence à bouger ça. L'IA va accélérer ce mouvement. On n'a jamais été capable en France de faire réellement de l'aller vers ou de faire de la prévention, parce que pour faire de la prévention, il fallait déjà être rentré dans le système. Là, avec l'IA, on va être en capacité d'aller choper un peu cette partie-là, c'est-à-dire vraiment d'aller attraper le citoyen autour de sa santé et d'éviter qu'il rentre dans le système. Donc là, je pense qu'il y a une marge de manœuvre qui est juste énorme en termes d'impact. L'IA, faut se dire, ça va être un outil qui sera dans le quotidien de tout le monde, aussi bien dans le quotidien des soignants, tous les jours dans ce qu'ils vont faire. C'est pas un truc qu'on va prescrire ou qu'ils vont utiliser une fois. Ça sera diffus dans leur pratique et ça va être pareil pour les citoyens patients. C'est-à-dire que ça va être diffus dans leur quotidien et donc ça va être beaucoup plus. On sera beaucoup plus sur un truc. Voilà, je sais pas comment le dire, mais dont ils vont s'approprier en permanence les choses et ça ne sera pas un truc prescrit, donné, etc. Ça sera probablement les deux, mais ça va être beaucoup plus intégratif. Juste de manière très concrète, et je passe la parole à Alain Olympie derrière, comment est-ce que l'IA vient renforcer, ou pas d'ailleurs, cette équité d'accès aux soins pour le patient, que ce soit l'accès à déjà de l'information médicale? Moi, je rentre plein d'ordonnances dans ChatGPT ou le chat quand je vais faire du français. Effectivement, j'ai un décryptage qui est parfait derrière. J'ai un protocole à suivre qui est génial et qui est souvent plus compréhensible que ce que l'expert va me dire parce qu'il n'a pas le temps non plus de le détailler autant que ça au moment où il fait sa consultation. Comment est-ce que ces pratiques viennent complètement changer la notion d'équité d'accès aux soins? Ça va être à tous les niveaux, mais si on prend des exemples, moi ce que j'aime bien, c'est par exemple les outils d'orientation que vous avez en Angleterre, que vous avez en Suisse et qu'on avait essayé de développer un peu pendant le Covid. Aujourd'hui, l'IA va vous permettre, les députés ont fait beaucoup de choses, par exemple sur l'accès direct à certains professionnels de santé, pour permettre justement de diminuer la charge sur les médecins et d'avoir un accès plus rapide à la population. Sauf que c'est assez peu connu. L'IA, demain, quand vous cherchez, elle peut vous permettre, quand vous prenez rendez-vous et que vous dites pourquoi vous voulez rendez-vous, de vous dire « Ah ben non, sachez que vous pouvez aller voir votre pharmacien, votre sage-femme ou votre infirmier ». Et ça peut aussi te permettre de t'orienter au bon endroit au bon moment, donc de décharger en partie la surcharge sur les urgences ou sur certains types de professionnels pour répartir sur d'autres. Donc ça, clairement, c'est de l'amélioration de l'égalité d'accès aux soins parce qu'on met les bons patients au bon endroit, au bon moment avec les bons professionnels et donc on répartit l'effort sur tout le monde. Et je crois qu'Anaël avait d'autres exemples. Anaël va compléter, puis je passe la parole à Henri. On verra d'ailleurs ce soir le premier hôpital chinois où là, c'est l'IA qui oriente complètement les patients dès qu'ils mettent un pied dans l'hôpital, quoi. Justement, notre volonté aujourd'hui quand même, à tous et toutes, c'est que l'IA ne remplace pas. Parce que là, à un moment, vous avez posé la question, mais comment on va faire pour que l'IA simplifie les consultations, la téléconsultation? Non. Dans 10 ans, si on se retrouve tous, normalement, l'IA ne nous aura pas remplacés. L'hôpital existera toujours quand même. Par contre, aujourd'hui, l'IA, elle est déjà déployée dans les établissements. Et en consultation, on va avoir des IA qui vont écouter et faire les comptes rendus automatiquement. Je ne parle pas d'interopérabilité et tous les autres sujets qu'on a déjà, parce que bon, il y a d'autres sujets qui arrivent. Cependant, l'IA arrive pour aider. Aujourd'hui, là où elle aide vraiment les professionnels, c'est dans tout ce qui va être administratif. Vous savez, tous les trucs scrognonieux qui prennent beaucoup de temps. Donc, mettre le compte rendu au bon endroit,
endroit, faire qu'il soit structuré exactement, aller récupérer les antécédents, recopier exactement les traitements. Le rédiger ? Alors oui, le rédiger, bon, normalement, ça, c'est plutôt le codage, voilà. Plutôt le codage de ça, c'est tel type, et donc ça va être facturé tel type comme ça. Donc ça, globalement, l'IA va aider là-dessus, et aide déjà. Là où on pense qu'il va y avoir des choses qui vont arriver en lien avec ce que disait Yann Maël, c'est tout ce qui va être IA d'aide à la décision. Là, on est plus sur quand même de la projection, où on va aller chercher dans les différentes bases, et ça répond à votre question, on va pouvoir faire que chaque médecin, n'importe où, ait accès à toutes les bases médicales qui sont valides pour pouvoir donner le bon diagnostic au bon moment. Juste pour l'anecdote, la dernière fois que je suis allé voir le médecin, qu'il avait un truc à faire, il me dit « Oh, j'ai pas fait ça depuis longtemps », il a regardé les tutos sur YouTube. Donc vous voyez, l'IA, elle est déjà là. Alain Olympie. Oui, je voulais réagir par rapport à tout ça. C'est vrai que quand je disais mon espace santé, c'est pas gagné, mais c'est pas gagné pour, c'était pas péjoratif pour moi. Au contraire, moi je pense qu'il y a une responsabilité tant des médecins qui transmettent, ou plutôt qui ne transmettent pas. Moi, au sein de la PHP, je suis au conseil de surveillance de la PHP, on est passé de 200 000 documents par mois l'année dernière à 600 000 cette année. Donc c'est un progrès, mais il y a 1 million de patients qui passent tous les jours, enfin tous les mois dans l'hôpital. Donc on voit qu'il y a une marge encore de progression. Donc on y va, on pousse, etc. Mais nous, à France Santé, on est aussi promoteurs, ambassadeurs de Mon Espace Santé. Notre idée, c'est que tous les citoyens ouvrent et se servent surtout, etc. Quand on sort de l'hôpital, on l'a dit, Mon Espace Santé, tout le dossier médical, ça sert pour l'ailleurs. Le véritable problème, on a parlé, ça a été évoqué, la certification, c'est là où on est tous mauvais dans les hôpitaux, c'est la sortie de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de transmission de documents, pas assez vite, etc., etc. C'est là où le patient pêche. Quand on sort du GHT, effectivement, il y a une vie après l'hôpital, donc ça se retrouve dans Mon Espace Santé, et ça doit. Et là où je vois l'IA dans Mon Espace Santé, c'est tous les services qui vont être poussés à partir du dossier médical. Qu'est-ce qu'on conseille en matière de prévention, d'orientation, de documentation, d'information pour le patient. Si le patient s'en sert et il y a de l'IA qui va mouliner tout ça et qui va pouvoir apporter des solutions pour le patient et l'orienter au bon moment, au bon endroit, vers le bon professionnel qui est disponible parce qu'il aura été voir dans sa base de consultation qu'il y a de la place et au plus tôt, etc. Et mobiliser tous les professionnels de santé, des CPTS, des machins, des trucs. Ben voilà, l'IA, voilà. Ça c'est Mon Espace Santé tel qu'on le voudrait aujourd'hui. On l'aura peut-être mais voilà, on est en bonne voie. Julie Durand, sur l'IA, effectivement, cette notion d'équité, est-ce que l'IA permettra une meilleure équité, un meilleur accès aux professionnels, un meilleur accès à la coordination des professionnels, un meilleur accès à l'information de santé pour le patient ? Alors, l'IA, aujourd'hui, c'est le foisonnement et c'est des promesses. Vous avez utilisé ce mot-là tout à l'heure. Et je pense que ce qui est important, ça a été dit par Yann Maël Le Dorin, c'est le numérique, il faut qu'on le prenne par le sujet de l'usage. On l'a essayé par le sujet de l'outil et on a vu que essayer de déployer à tout va des outils sur lesquels les professionnels n'étaient pas prêts parce qu'ils n'étaient pas organisés ou parce qu'en fait ça ne répondait pas à leurs besoins, ça a ses limites. Donc l'IA, l'enjeu c'est de se dire pour quels usages en fait ça va avoir une plus-value, que ça soit pour le professionnel, pour les professionnels ou pour les patients. Et je rajouterai un sujet quand même, c'est que le troisième pilier de ces universités, c'est la durabilité. Et ça va être hyper important qu'on réponde à cette question. Sur quoi l'IA a une plus-value si on veut garantir la durabilité du système dans son ensemble. Le numérique aujourd'hui c'est 4% des émissions de CO2. L'IA, on sait que c'est consommateur d'infrastructures. Voilà, donc l'IA, oui. L'IA raisonnée, l'IA utile, et ça reste à définir et ça reste à atterrir en fait aujourd'hui. Qui dit IA pose la question d'un autre de nos piliers. On a parlé de durabilité, mais surtout de la souveraineté. Je me tourne vers Mostafa Lassik. Alors pareil, dans cette université, on a fait des heures et des heures et des heures de débat sur la souveraineté. Est-ce que nos données, parce qu'on utilise des clouds américains, parce que c'était sur Azure, parce que c'était sur de logiciels américains, y a-t-il un risque pour nos données ? Quand même, première question, est-ce que finalement cette question de la souveraineté, elle est aussi prégnante. Est-ce que c'est un thème pour le patient qui fait qu'il angoisse là-dessus à mettre ses données
ou pas au bout d'un moment? Nos outils sont américains. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans les suites de Microsoft? Qu'est-ce qu'on deviendrait sans Apple? Qu'est-ce qu'on deviendrait sans les GAFAM? Est-ce qu'il faut continuer finalement à se poser ces questions? Je pensais que vous alliez me poser une question sur mon espace santé et sur l'intelligence artificielle. Ça a beaucoup occupé. J'aurais eu des choses d'ailleurs à dire sur le sujet. Moi, je pense qu'en réalité, d'ailleurs, vous m'avez présenté tout à l'heure comme directeur général de Numifrance, mais j'interviens ici à la fois comme président de cette école, et donc je suis heureux de vous accueillir, et puis également comme président de la Sympa. Et donc, je vais surtout intervenir en tant que président de la Sympa. On va rappeler ce que c'est la Sympa en 30 secondes. La Sympa, c'est l'Alliance française du numérique souverain éthique en santé. C'est 15 000 collaborateurs aujourd'hui qui intègrent cette fédération, qui est une fédération d'intérêt général et qui œuvre justement au développement de du numérique en santé en France. Et en Europe, depuis peu, puisque la Sympa a décidé de dépasser finalement nos frontières nationales pour pouvoir se développer au niveau européen. Quand on prend les thématiques équité, souveraineté et durabilité, je rajouterais peut-être un élément, l'intérêt général. Et puis ce qui fait sens. Sans vouloir rebondir sur mon espace santé, je pense que la durée, c'est quelque chose qui est difficile et qui est pris par les hommes politiques. On peut parler de politique, hein, les élections présidentielles arrivent dans 1 an et demi. On a souvent envie de changer les choses en 1 an, en 2 ans, en 5 ans. Il faut arrêter de mentir aux gens. On ne change pas un système de santé en 5 ans. Il faut du temps. Il faut beaucoup plus de temps que cela. Rome ne s'est pas construite en un jour. Mon espace santé, c'est quand même déjà une réussite avec un identifiant national de santé qui est aujourd'hui réel et qui est aujourd'hui une base qui permet justement de pouvoir avancer. Quand on parle de mon espace santé, on pense à l'outil, mais il y a aussi toutes les briques qui ont été travaillées. J'ai travaillé il y a quelques années sur ces sujets dans une autre vie. Il y a toutes les normes d'interopérabilité qui permettent justement l'ensemble des solutions de pouvoir fonctionner entre elles. Tellement bien qu'effectivement, ça nourrit l'appétit d'acteurs internationaux et je fais le lien avec votre question. Est-ce que la question de la souveraineté, elle se pose? La question de la souveraineté, elle se pose à partir du moment où, d'ailleurs, la souveraineté, on s'est posé la question à partir de quand? On s'est posé la question en 2020, au moment de la crise Covid. Je crois que tout le monde se rappelle. C'était quoi le premier sujet de la souveraineté? Les masques. Voilà. Ce serait intéressant d'ailleurs de se poser la question 5 ans après, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Des usines de masques qui sont montées depuis. Non, mais bon, Doliprane, on pourrait prendre pas mal de choses, mais en fait, on voit bien que dans des moments où on est en pleine crise, c'est le moment où on se pose cette question de souveraineté. Donc oui, la question de souveraineté, elle se pose. Elle se pose également quand il y a des changements politiques dans des pays qui étaient des pays amis depuis de longues dates et qui du jour au lendemain décident d'augmenter leurs tarifs en matière d'exportation. La question, elle se pose. Alors du coup, pour la souveraineté de nos données aujourd'hui, pour ce qui nous concerne. La souveraineté des données, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on considère qu'on ne met pas l'intérêt général et on considère la donnée comme un centre de profit, toute l'orientation autour de ces dispositifs est biaisée. Aujourd'hui, les acteurs internationaux n'y vont pas par plaisir ou pour satisfaire uniquement le patient. On est avec des entreprises à but lucratif, pour ne pas dire très lucratif, et donc on voit très clairement la donnée comme un centre de profit. Alors question très concrète, notre donnée aujourd'hui est-elle réellement protégée pour ce qui est de la donnée française, ou est-ce qu'on tombe sous l'American Act et comme on utilise des outils américains, ils ont un accès quasi open bar à nos données? De manière assez claire, au niveau des membres de la Sympa, aujourd'hui, je vous indiquais, on a énormément d'hébergeurs qui sont au sein de la Sympa, donc je ne vais pas les lister, mais tous ces acteurs, évidemment, respectent toutes les plus hautes normes en matière de certification de données. Je rappelle qu'il y a des certifications de données de santé, c'est SecNumCloud maintenant qui arrive prochainement, qui ne s'applique pas encore tout à fait aux données de santé hospitalières. Donc sur tous ces sujets, oui, il y a aujourd'hui à la fois la capacité de pouvoir répondre et protéger ces données, c'est le cas, il y a énormément d'acteurs sur ce sujet, mais il y a aussi la capacité d'avoir aussi une réponse européenne, sécurisée, éthique et porteuse de sens. Je crois que c'est important à un moment donné quand on considère la santé différemment qu'une marchandise, je vous assure qu'on a une approche complètement différente d'un point de vue politique. Vous rédigez aujourd'hui un livre blanc en partie sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles recommandations on va y trouver? Alors, je ne peux pas donner toutes les conclusions du livre blanc, d'autant plus qu'il est en cours. En fait, ça part d'une idée assez simple. On s'est dit, bon, les élections présidentielles arrivent,
Finalement, on a le temps, ça sera en 2027 et pas avant. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour, en tout cas, la République, et je souhaite que ça intervienne en 2027 et pas avant. Quoi qu'il en soit, on s'est posé la question comment on peut contribuer à faire évoluer notre système de santé. Comment, avec l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui sont dans notre écosystème, donc à la fois le monde académique, j'en profite pour rappeler que l'école ISIS et son brillant directeur général Ilyas Lamine sont membres de la SYMPA, et donc on a intégré cette dimension avec les fédérations hospitalières. On a prévu prochainement de rencontrer le président de France Asso Santé également pour pouvoir échanger avec lui. Donc vous voyez, le livre blanc n'est pas encore terminé, on va le terminer au mois de janvier. Et alors concrètement, on va y trouver quoi ? Vous voulez pas que je vous raconte le début? Vous avez non, on va directement, il nous reste 4 minutes 30, on va directement à la fin. J'ai bien vu que vous aimez aller. On essaie d'être utile en fait. Comment on peut apporter notre contribution au niveau national? Lors de notre échange, vous m'avez raconté à quel point mon espace santé ne vous satisfaisait pas, donc j'ai bien retenu, en tout cas vous ne le trouviez pas suffisamment efficace. Nous, on s'est dit, à un moment donné, il faut se poser la question. On finance des acteurs étrangers. Dans les acteurs étrangers, attention, je ne veux pas jeter... tous ne sont pas au même rang, y compris les Américains. Il y a des acteurs aujourd'hui, des boîtes françaises rachètent des sociétés américaines, il faut le savoir. J'ai parmi mes membres au niveau de la SYMPA, Synapse Médecine par exemple, qui a racheté des boîtes américaines. Mais on se dit à un moment donné, si le contribuable, nous tous, on décide de donner de l'argent au travers de nos impôts pour financer des programmes publics. Donc je finance des programmes publics auxquels des acteurs sont éligibles à un moment donné. On pourrait se poser la question peut-être de les réserver à des acteurs souverains. Voilà une première proposition sur laquelle nous sommes engagés. Une deuxième proposition qui émane des membres et qui va faire l'objet de concertations dans les prochaines semaines, c'est nous souhaitons créer un label de souveraineté autour du numérique en santé. Il y a plusieurs labels. On ne veut pas une certification, on ne veut pas quelque chose de compliqué, mais on veut quelque chose qui permette, à un moment donné, de pouvoir, j'ai envie de dire, éduquer, informer l'ensemble de l'écosystème sur les solutions qui sont retenues dans le cadre du dispositif. Et effectivement, moi, en tant que président de l'Alliance française du numérique souverain éthique en santé, on est très, j'ai envie de dire, attentif par rapport à la prise en compte de ces propositions. Ça, c'est une deuxième proposition. La troisième, elle est aussi autour de la formation. Je crois que c'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure d'accessibilité. Ben, soyons clairs, même s'il y a des efforts en matière de développement d'outils avec énormément de méthodes aujourd'hui, avec ce qu'on appelle notamment l'UI/UX, ben, il est nécessaire quand même d'apprendre et d'accompagner ces acteurs. Et je crois que là, il y a un certain nombre de rôles, en particulier, tout à l'heure, Julie Durand parlait de comment on favorise l'utilisation, les usages au niveau des régions. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et enfin, sur la question de l'intelligence artificielle, notre position elle est très claire. Nous voulons effectivement une intelligence artificielle qui est au service des professionnels de santé et non qui les remplace. Nous souhaitons une intelligence artificielle qui ne soit pas au service des profits. Je crois que c'est hyper important. Nous souhaitons une intelligence artificielle qui soit au service de la souveraineté et non qui la dilue. Donc voilà, ce sont toutes des propositions qui sont en cours avec l'ensemble de nos membres. Je ne vais pas spoiler les éléments, mais vous aurez l'occasion. On va rendre ça public janvier-février 2026, un an avant les élections. Et en 30 secondes, pour clore cette conférence et passer pour d'autres questions à la salle, en termes d'IA, aujourd'hui, les outils développés par des sociétés françaises, elles sont nombreuses, elles sont bien placées aussi sur cette thématique. On se situe comment, vu la vitesse à laquelle les outils d'IA se développent, pas uniquement aux États-Unis, mais beaucoup plus à l'Est, en Chine. L'Europe et singulièrement la France, on est dans la course, on est en milieu de course, on est plutôt en fin de course, on essaie de sprinter. En 30 secondes, comment vous voyez ça? Puis après, je poserai même question. Alors moi, je pense qu'on est dans la course, on est pleinement dans la course. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs au sein de la SYMPA. Tous mes membres ont développé des intelligences artificielles génératives et non génératives. Tous ont développé des solutions qui répondent à de vrais besoins. Le sujet a été évoqué tout à l'heure. Il s'agit d'avoir des IA utiles. On ne peut pas mettre de l'IA partout. D'abord, c'est un coût également énergétique, bilan carbone. Et puis, donc, c'est ça vraiment le premier usage. Nous, la démarche que nous avons, elle est très simple. Nous allons travailler directement avec les professionnels de santé. On identifie quelle est la valeur ajoutée
numéro 1 qui est absolument nécessaire. Et dans ce cadre, on voit bien qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, elle permet de régler plein de problématiques. Elle permet de pouvoir prédire, par exemple, le passage au niveau des urgences d'un établissement de santé et donc de pouvoir prédire. Aujourd'hui, à plus de 90% quand même. Hein. Il y a encore quelques années, on en était à peine à 50-60%. Et là, c'est du concret. Les établissements s'équipent aujourd'hui de logiciels d'IA pour prédire les passages aux urgences. Mais pourquoi c'est concret? Parce que ça marche. Ça répond à un besoin. Je vous disais tout à l'heure que si on commence à parler de choses sans donner du sens aux gens, quand on parlait tout à l'heure, le médecin, pourquoi il doit aller dans mon espace santé? Vous ne m'avez pas posé la question. Je travaillais 20 ans à l'hôpital. Mais c'est évident que le médecin, il ira qu'à partir du moment où il aura une information qui lui sera pertinente et qu'il n'a pas déjà dans son DPI. S'il a déjà dans son DPI, elle est facilement accessible, je ne vois pas l'intérêt qu'il y aille. Il faut justement qu'on puisse lui apporter l'intérêt et il y a matière à pouvoir lui apporter l'intérêt. Ça, c'est un vrai travail. Moi, je suis plutôt très optimiste par rapport au fait de développer ce sujet. Donc, en fait, à partir du moment où vous rendez service, si vous arrivez dans un service d'urgence et vous leur dites, bah, écoutez, on est en capacité de vous dire sur les prochaines semaines, à 90% près, c'est une science qui n'est pas exacte, voilà ce qui va se passer, voilà le nombre de personnes que vous allez prendre en charge, voilà la moyenne des âges que vous allez prendre en charge, voilà la pathologie que vous allez prendre en charge, bah, je vous assure que ça permet d'essayer de mieux s'organiser. Du coup, ça, par exemple, on le déploie sur l'intégralité de l'hôpital, sur l'hospitalisation. Mais de la même façon, j'ai envie de vous dire, l'intelligence artificielle, elle serait beaucoup plus efficace pour organiser des plages de blocs opératoires, par exemple, plutôt que de mettre du temps d'anesthésiste, du temps de chirurgien pour venir, ou du temps de radiologue dans les blocs, dans la partie imagerie et plateau médico-technique. Il y a énormément de sujets là-dessus, il y a des vrais apports de la science. Évidemment, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est numéro 1 dans un certain nombre de sujets techniques, notamment autour de l'imagerie, et jamais un humain pourra être plus pertinent, j'ai envie de dire, à un moment donné, que l'analyse que peut avoir cette machine. Mais ça reste toujours sous, j'ai envie de dire, autorité de l'humain. C'est hyper important. Yann Maël, sur l'IA, en plus là on a des exemples très concrets que nous a donné Moustapha Lassig, gestion des flux, gestion des urgences, gestion des malades, réalisation des plannings, organisation concrète de l'hôpital. Alors je veux dire, c'est bien pour les professionnels, c'est très chouette. Pour le patient, c'est un peu plus compliqué, c'est pas son monde et c'est pas son parcours. Alors je reprends la même question, on en est où dans l'IA et la France se situe comment à un moment où ça va très vite et en Chine et aux États-Unis? Un petit peu en arrière, je vais faire extrêmement vite. Si on veut être souverain sur la donnée de santé, il faudrait aussi que tous collectivement en tant que citoyens, on arrête de mettre nos données de santé sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Parce qu'on est en train de mettre des contraintes à raison sur beaucoup d'outils en santé, mais par ailleurs, les mêmes personnes balancent de la donnée de santé en permanence sur des grosses plateformes américaines et chinoises. Première chose. Deuxième chose, si on veut être souverain pour l'IA, il faut qu'on soit en capacité de gérer deux choses en parallèle, c'est-à-dire la souveraineté de la donnée de santé où la bataille n'est pas encore gagnée et la souveraineté de l'IA, les deux de front. Pourquoi je dis ça? Parce que si on continue à se focaliser uniquement sur la souveraineté de la donnée de santé en disant tant qu'on n'a pas réglé ça, on ne peut pas gérer l'IA, on va perdre la bataille de la souveraineté de l'IA. Et troisième chose, est-ce qu'on est encore en place? On est clairement en place. On n'a pas les grosses bases de données, etc. Même s'il y a eu beaucoup d'investissements, il y a des champions français qui commencent à arriver. Mais surtout, on est extrêmement bon en termes d'usage. C'est-à-dire qu'on a commencé à rentrer par l'usage, et ce qui fait qu'on a développé des choses assez pertinentes et assez bonnes, et qu'on a des startups qui commencent à s'exporter et à les vendre des choses. Vous allez à IMSS aux États-Unis, on y était ensemble avec Anel l'année dernière. Ils ont des très grandes bases, ils ont des très gros modèles, des super trucs, mais en termes d'usage, ils n'ont rien. Voilà. Donc on est dans la bataille, il faut absolument qu'on avance là-dessus. Anaëlle, pour compléter, ce sera le mot de la fin. Pour compléter, comme on travaille nous sur l'Observatoire des usages de l'IA, si vous êtes intéressé par rapport à tout ce qui a été dit, on a plus de 60 solutions d'usages différents, pas qu'en imagerie. Pourquoi, par exemple ? Pourquoi ? Les flux des urgences, je peux répondre, mais on en a pour... là, bientôt, on va en rentrer une sur la gestion de stock. Il y a une start-up qui est là aujourd'hui qui fait la gestion de stock par IA. Tout ce qui est administratif, ça existe. On va avoir aussi dans l'aide à la décision, on a une IA qui permet en consultation de poser une question et le médecin va pouvoir consulter grâce à l'IA, avoir du génératif qui va aller chercher la réponse. Donc aujourd'hui, ça existe. Donc on a des questions d'interopérabilité, on a des questions de souveraineté, d'éthique, de durabilité. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Choisir la bonne technologie d'IA au bon moment. Est-ce qu'un moteur de règles, ça suffit ? On reste sur un moteur de règles, il n'y a pas d'apprentissage. J'ai besoin d'apprentissage. Qu'est-ce que je choisis comme base de données ? Pour choisir le bon modèle. J'ai besoin de génératif, ça va plus polluer, donc du coup on choisit au bon moment la bonne technologie. Globalement on en est là, IA frugale, je pense que ça peut être la conclusion. Voilà, ça sera le mot de la fin sur ces sports d'IA, des solutions concrètes. On peut les applaudir quand même.
pour ce débat très large, où on est parti vraiment de ce sentiment que le système est sous pression, que le citoyen ne comprend pas, pour arriver jusqu'à l'IA aujourd'hui. Merci à tous.